Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qu'on m'a suggéré de faire où je voudrais passer sur les bouquins qui sont déjà sortis en français, qui sortent de ma collection simplement, pourquoi pas. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous montrer Le Compagnon du pouvoir derrière le trône, qui est peut-être le deuxième, voire le premier meilleur supplément que vous pouvez acheter. Tous les compagnons ne sont pas aussi bien les uns que les autres, pourtant celui-là, il y a vraiment de quoi faire. Il y a de très très bonnes choses qui rendent encore plus velu, encore plus imposant le troisième chapitre de la campagne. Donc on a toujours une belle petite carte de Middenheim, les cartes sont très bien faites dans cette édition, une illustration que je trouve absolument magnifique, qui à moi me donne tout de suite une impression de Middenheim assez incroyable. Donc la préface, comme d'habitude, par Graeme Davis qui n'est plus, une note éparse, puisque quand le livre est sorti, on venait d'apprendre la mort de Karl Sargent. Karl Sargent, c'est effectivement la personne qui a créé donc, le pouvoir derrière le trône, qui a fait beaucoup de très belles choses en matière de jeu de rôle, et c'est un personnage qui était très 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 bizarre. Il était professeur de psychologie et aussi de parapsychologie, c'est-à-dire qu'il avait vraiment c'est quelqu'un qui étudie vraiment dans une université connotée, en Angleterre, la parapsychologie, et pendant 10-15 ans, je crois qu'il a complètement disparu sans laisser de traces. Je crois que c'était parce qu'il a eu un accident, on n'a jamais vraiment su. Enfin voilà, un drôle de personnage assez intéressant qui a justement offert de très belles heures à l'histoire de Warhammer, le jeu de rôle. On commence par le premier chapitre, qui est tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, à savoir la Garden Party du Graphe. La Garden Party est un événement qui se passe durant le Marktag, donc je crois que c'est le troisième jour du carnaval, qui permet à vos joueurs, moyennant un petit peu de subtilité et de malice de leur côté, de rencontrer la majorité des personnages importants de ce troisième chapitre. Donc qu'est-ce qui se passe ? En gros, il y a une grande fête qui est donnée par le graphe, en tout cas par son entourage, dans une garden party, donc dans les locaux du palais. Il faut évidemment, dans un premier lieu, pouvoir vous y infiltrer, parce qu'il y a très très peu de gens qui ont le droit, il y a le champion du graphe notamment, mais sinon il va falloir ruser si vous voulez y pénétrer. Il y a plusieurs choses possibles, vous pouvez créer un faux, vous pouvez potentiellement avoir des contacts qui vous laisseront rentrer, vous pouvez aussi vous faire passer pour un serviteur. Moi j'avais un de mes personnages qui était un des joueurs, qui était joueur de trompette, donc c'est un excellent joueur de trompette, donc en fait il est rentré comme ça, en faisant passer auprès de Brogal, donc le Hausmeister, tous les tests, il était très bien payé en plus, et comme ça il pouvait s'infiltrer, ni vu ni connu, dans la garde partie. Les autres ont plus ou moins rusé, il y en a qui ont triché, il y en a qui se sont fait passer avec d'autres personnes, il y en a qui ont fait des facsimilés, bref, c'était assez marrant. Et une fois que vous êtes en fait donc il y a pas mal de petites choses que vous pouvez faire, notamment, on vous donne la liste de toutes les personnes qui sont présentes, il y a un paquet de beau monde, il y a quasiment tous les personnages importants de ce scénario, avec en plus d'autres personnes qui sont rajoutées, notamment il y a des ambassadeurs de Kislev, et j'en passe et des meilleurs. Comme d'habitude, on vous donne le déroulé des événements heure par heure, qui est quelque chose que vous pouvez retrouver notamment dans tous les scénarios de Rue de journée, Dure nuit, avec, déjà on commence par l'arrivée et la sortie de tous les personnages principaux, donc on va retrouver Brogal, on va retrouver le Graphe, évidemment, toute sa troupe, la princesse Katharina, la Rulric, bon bref, il y a tout le monde, tous ceux que vous pouvez imaginer sont plus ou moins présents, avec, la liste est assez imposante, ça fait quand même plus d'une page, et il ne faut pas hésiter, comme il vous conseille, d'être flexible, de faire un peu gaffe. Vos joueurs ont plusieurs façons d'impacter, de récupérer des informations, parce que c'est essentiellement de la récolte d'informations qui va se faire dans cette partie. Notamment, vous pouvez aller écouter, glisser une oreille pour savoir un peu ce qui se dit autour de vous. Selon les résultats, ça se passe plus ou moins bien. N'oubliez pas que si vous faites trop de mauvais scores, ou que si les autres personnes présentes durant la garden party vous trouvent insupportable, il y a de grandes chances que vous soyez viré manu militari par les chevaliers panthères. Ensuite, il y a la grosse partie qui est le labyrinthe, le labyrinthe lui-même, donc il y a un jardin avec un grand labyrinthe au milieu, dans lequel vous pouvez rentrer. Donc le but c'est de sortir le plus rapidement possible. Moi mes joueurs sont perdus, il faut faire un jeu d'intelligence, mais aussi c'est l'occasion de rentrer et d'écouter des petits dialogues entre des pairs de PNJ, donc notamment il y a des personnages qui se connaissent assez bien, comme Yana Eberhauer et Petra. Donc Yana c'est l'assistante du grand magicien et Petra c'est l'une des dames de la cour. Ça vous permet d'apprendre plein de petites informations, soit dit en passant, qui peuvent vous aiguiller sur ce qui se passe. Ils ont des jets de perception assez bourrins quand même, donc vous avez intérêt à avoir des gros furtifs dans le groupe, parce que quand on commence à taper sur les 75 en perception de la part de l'elfe, ça devient un petit peu tricky et compliqué.
Et ensuite, on a, voilà, donc comme je disais, heure par heure, ce qui va se passer avec la matinée, la préparation, l'arrivée de toutes les personnes, puis après, ce qui se passe vraiment heure par heure. Il y a beaucoup de choses, je vais pas trop y revenir, c'est plutôt bien foutu. Il y a notamment, forcément, Gotthard Wallenstein qui va faire n'importe quoi, il y a le médecin Tiléen qui va mettre un peu de drogue dans le punch, voilà, il y a plein de petites choses qui vous permettent d'épicer la garden party, et surtout pour que vos personnages soient au courant de toutes les choses qu'ils ont pu oublier. Évidemment, libre à vous de modifier tout ce qui se passe pour que ça concorde avec des éléments que vos joueurs n'ont pas encore récupérés, parce que le but c'est de leur faire gagner du temps, et pas forcément d'en perdre. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de fausses pistes de red herring, comme on dit en anglais, ce qui est plutôt le bienvenu. Et on peut apprendre un très gros secret, c'est qu'il y a de fortes chances que si vous arrivez jusqu'à la fin, la rulerie jette des regards assez langoureux à l'une des dames de la cour. Si vous vous rappelez, c'est un des principaux secrets de l'histoire, en fait, qui peut amener à des gros problèmes, et vous remarquerez, si vous êtes un fin connaisseur des mimes sur internet, que c'est tiré d'une image assez connue où il y a un mec avec sa meuf qui se tourne vers une autre meuf qui passe, et sa meuf qui est toute effarouchée, bah c'est exactement ça, ils ont repris ça directement de là. Et voilà, donc c'est un super chapitre que je vous conseille de faire jouer cet événement, il y a possibilité de faire des trucs très rigolos, et ça va faire un break assez sympa de ce qui se passe dans le chapitre, à savoir que généralement vos joueurs se dispersent pour prendre le cahier des charges, dire ok, qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qu'ils jouent aujourd'hui, et aller tous se disperser. Là, ils sont obligés un peu de tous ensemble, et ça peut provoquer des situations assez cocasses, comme dans Rude Journée Dure Nuit. Ensuite, on a les petites aventures, qui sont des micro-aventures que vous pouvez rajouter ou glisser dans ce chapitre. Pourquoi pas, ça commence à faire quand même beaucoup. Je rappelle que ce chapitre est particulièrement velu, dense, il y a beaucoup de choses à noter. Alors, libre à vous d'augmenter la charge si vous voulez, mais ça peut commencer à faire beaucoup. Et comme on va le voir, ça va pas s'arrêter de là, parce qu'il y a un autre chapitre avec d'autres scénarios. Donc, les vins de la folie, scénario classique, il y a le sceptre de jade va empoisonner le vin pour rendre un peu tout avec de la drogue extrêmement forte. J'aime beaucoup l'idée, mais je trouve que la manière dont c'est exécuté est pas terrible, parce qu'en fait, vous avez l'impression que vos joueurs, quoi qu'ils fassent, ne puissent pas vraiment arrêter tout le monde, tous les tonneaux, etc., intercepter ce qui se passe, donc ils vont être obligés de se taper le final pour rendre, en fait, parce que là, forcément, ce qui va se passer, c'est que les fontaines vont être transformées en vin le dernier jour du festival, lors des feux d'artifice, donc c'est à toute fin. C'est le moment où vous devez justement vous battre, parce que le grand bad guy va se barrer. Donc ça veut dire que ça rajoute une couche de gens qui sont drogués, qui sont en train de partir dans tous les coins, et ça provoque encore plus de difficultés pour vos joueurs, pour naviguer à travers cette ville où tout le monde est complètement défoncé. Donc moi je l'ai pas fait, mais peut-être assez malin de voir si vous pouvez pas ouvrir une piste pour que les joueurs, s'ils sont vraiment intéressés par ça, et que vous le jouez, contrecarrent complètement ces plans, et empêcher que la mosca, donc la drogue, soit déversée là-dedans, parce que moi je l'ai pas fait, et mes joueurs en fait ont eu une excellente idée, ils ont dit ok, puisqu'on peut pas empêcher tous les tonneaux d'être confisqué, moi j'ai un joueur qui était un prêtre de Tal qui a manipulé de manière assez brillante, j'avoue, il a monté une sorte d'instigation avec les agriculteurs qui venaient du Middenland, qui étaient déjà très mal en point par rapport à la force en fait de Mindenheim, et qui a dit de toute façon ce vin là il faut pas que ce vin il soit pris, parce que en fait c'est du vin qui est importé. Il a commencé à faire tout un laïus en disant de toute façon c'est du vin importé, ils achètent pas de votre vin, ils essaient de vous la faire en l'envers, et du coup ça a beaucoup aidé, ça fait qu'en fait toute l'espèce de masse de paysans qu'il avait réussi à colporter ont bloqué les fontaines. C'est assez marrant, il a très bien fait son truc. Sinon, petite histoire pas vraiment géniale, hein, il y a un oiseau qui passe et il pique une broche, ou il y a un ours qui était présent pour être utilisé durant la fête, et il est déchaîné. Voilà, si vous voulez, c'est pas transcendant. Encore une fois, on a des chasseurs de tombes qui vont forcément réveiller un fantôme. Comme je dis, c'est vraiment des trucs tout petits, hein, il y a 3-4 paragraphes à chaque fois. Si vous le souhaitez, ça c'est plus lié au livre sur Mindenheim, donc il y a Babrakos, qui est la chose lige, qui est une espèce de créature immortelle que même Sigmar a pas réussi à détruire ad vitam aeternam, qui va potentiellement revenir, et vous avez des cultistes qui donnent des amulettes. Les amulettes drainent l'énergie des gens, et ça permettra potentiellement de faire revenir Barkabas. Bon, pourquoi pas, hein. Descriptif des Goltog, l'ogre mercenaire que vous croisez normalement dans l'auberge du Temple Arms, dans le chapitre principal. Personnage assez rigolo, assez intéressant, parce qu'il reviendra potentiellement dans le dernier chapitre, comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur l'Empire en ruine.
On passe sur un grand classique. Vous avez qui dit nouveau compagnon, dit nouveau descriptif d'un culte de Tzench. Ici, en l'occurrence, c'est le sceptre de Jade. Donc, non, pardon, là, c'est de Slaanesh. Donc, à chaque fois, vous avez un petit descriptif d'un culte. Donc, vous allez avoir son organisation. Vous commencez à connaître. Ce sont les secrétaires de Slaanesh sont des sybarites qui poussent la perversité jusqu'au plus haut point. Vous aurez notamment dans ce groupe-là, vous allez reconnaître donc Gothar et ces deux camarades qui vont venir vous interroger durant, je sais pas si c'est eux, mais je pense, parce que lui il a une barbe alors qu'il n'en a pas dans l'autre, mais bref, qui vont venir essayer, quand Gothar va disparaître, ils vont venir vous chercher pour dire ouais Gothar et compagnie. Et il y a une sorte de petit embranchement là-dessus en disant si jamais vous interférez avec Gothar ou que Gothar ou je sais pas, vous mettez Gothar en prison, potentiellement le sceptre de Jade peut venir vous poser des problèmes. En plus, à l'inverse, si jamais il y a vraiment des embrouilles et des gros problèmes avec la main pourpre, peut-être que le sceptre de Jade peut vous aider, parce qu'il déteste la main pourpre, évidemment. Ensuite, on a des profils, on a des sorts en veux-tu en voilà, des sorts particulièrement dégueulasses avec d'illustrations démentielles. Et on arrive au culte d'Ulrich, qui lui aussi est une ressucée, dira-t-on, sans méchanceté, mais il a été pris c'est plein d'informations qui ont été prises dans la V2, dans le tome de la Rédemption, pour être appliquées ici. Alors c'est plutôt pas mal, en fait, si vous avez jamais lu ces bouquins-là, et vous jouez évidemment, vous avez des Ulrichiens, vous savez faire de Middenheim un pôle important, il y a tout un récapitulatif justement du culte, de ses tabous, de ses croyances, de ses franges pour le moins extrémistes, de ces différents temples, et ses relations notamment avec les autres cultes, et j'en passe, et des meilleurs. C'est plutôt pas mal foutu, assez dense, encore une fois, beaucoup de choses qui reviennent du tome de Rédemption. On a les miracles, et petit truc qui m'a un peu tiqué, qui est un peu dommage, c'est que quand vous avez le descriptif des prêtres, à chaque fois qu'il y a un culte qui va être décrit dans les bouquins qui vont sortir après celui-là, vous avez toujours le plan de carrière. Et là, on l'a pas, donc c'est un peu dommage, on a les sorts, mais on n'a pas le plan de carrière, donc un peu dommage. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le remettre. Bref, ensuite, on va avoir, si vous n'aviez pas assez de PNJ importants dans le bouquin principal, on vous rajoute une fournée, avec cette fois des mecs qui sont pas si mal, ils sont pas tous aussi utilisés les uns que les autres, mais il y a des trucs plutôt pas mal. Et le premier, c'est Prendre Meilleur, c'est Sacha Rosbert. Sacha Rosbert, il travaille pour l'Homme, qui est l'un des roitelets de Middenheim, et il se trouve qu'en fait, il a été commissionné par son boss d'empêcher, en fait, de comprendre pourquoi il y a les taxes et comment les arrêter. Et donc, il veut pas se mouiller, ce qui est un fixeur, il va demander à vos joueurs, qui sont ceux qui sont potentiellement des roublards ou des voleurs, d'enquêter pour sa pomme, sinon il les fait buter, pour les menacer. Et c'est vraiment très très bien, en fait, c'est vraiment la meilleure introduction possible pour des joueurs de type rôdeur, de type voleur, qui justement, venant à Middenheim, n'étant pas forcément implémentés à Middenheim, n'ont rien à foutre des taxes, c'est pas des magiciens, donc là ça permet de faire un peu un point de pression assez important, d'autant plus que Sacha Roberts peut faire un peu miroiter d'autres informations en disant si vous m'aidez, je vous aiderai sur la main pourpre, sachant qu'il a un problème aussi, c'est qu'il a vu un culte de la main pourpre, et que Weissmeyer sait qu'il a été vu. Donc Weissmeyer va commencer à payer les roitelets pour savoir qui l'a vu, et moi dans ma partie justement j'ai fait en sorte que Rosbert se fasse tuer. Et donc à un moment, qui révèle aux joueurs, il dit tu sais, moi vous savez, j'ai vu un rituel un peu bizarre, et les joueurs disent ok c'est la main pourpre, et quick, après il s'est fait tuer pour leur montrer que la main pourpre n'est pas là pour rigoler. Je passe un peu sur le détail, vous lirez si vous voulez, en tout cas ce personnage-là est vraiment très intéressant. À chaque fois ils sont décrits exactement comme dans le bouquin de base, avec leurs objectifs, où ils vivent, leur relation avec les autres personnages, ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Donc ça c'est très très important, parce que ils vont révéler des choses qui sont potentiellement fausses. Et où ils peuvent se retrouver. Ensuite on a Hausmeister Brogal, qui est un personnage de très 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 second plan, qui est en gros le chambellan, qui s'occupe du palais. Il va plutôt avoir un rôle façon comme dans les Toons en fait, il va garder le palais à chaque fois, et les joueurs vont essayer de rentrer, il va essayer d'empêcher, c'est vraiment un obstacle pur et dur. Il a un seul élément qui est assez intéressant, c'est qu'en fait il a de l'influence sur le graphe, donc rappelez-vous, le but c'est toujours d'avoir la majorité d'influence sur le graphe pour arrêter les taxes. Et en fait, il n'est pas du tout corrompu, parce que tout le monde se fiche de lui. Weissmeyer et Brunichiagli se sont jamais dit il est important. Alors qu'en fait, il a de l'influence, mais le faire changer d'opinion risque d'être un peu compliqué. Point intéressant, il est sigmarite et pas ulricien. Ensuite, on a Nastasia, donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait une fiche, à mon avis, c'est pas forcément utile. Donc elle a cette stade de port, je rappelle, Nastasia, c'est l'espion qui est au service du baron Heinrich Stadtbringer,
qui est en fait un personnage secondaire pour filer un coup de pouce. En fait, c'est un perso Joker qui est là pour aider les personnages si jamais ils sont en galère. Donc bon, on lui raconte 36-15 ma vie, sa live, pourquoi pas, hein, ça permet aussi de d'épanouir le personnage, mais je pense que justement, c'est un personnage qui ne devrait pas être trop présent, c'est un personnage qui devrait être là uniquement pour donner des petits coups de main, mais vraiment ciblés en joueur pour les faire avancer plutôt que d'être dans la lumière. Ensuite, on a Alfric de Minier, donc qui est le fixeur. Encore une fois, donc c'est un personnage qui est plutôt façon Huggy les bons tuyaux et qui donne des éléments supplémentaires aux joueurs moyennant argent. Mais bon, le faire agrandir, je sais pas, j'ai un peu de doute moi personnellement. Ensuite, on a Tognar, qui est l'un des clercs dans la commission pour l'avancement des peuples non humains, qui est un moyen en fait de faire passer toutes les informations à vos joueurs, notamment sur pourquoi les taxes sont mauvaises pour notamment les non-humains, et qui peut vous mettre en relation notamment avec les autres nains, avec les elfes et les alflins, donc ça peut être un moyen de faire passe-passe. Encore une fois, un personnage que je trouve pas trop intéressant, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Je suis plus intéressé par les deux prêtresses qui sont données. Alors il y a la haute prêtresse de Verena et la haute prêtresse de Chalia, qui en fait peuvent vous donner un côté sur l'aspect purement judiciaire de la chose, à savoir comment comprendre comment marche le système judiciaire de Middenheim, et éventuellement vous donner accès aux basses couches de Middenheim avec les pauvres, et aussi avec Katharina, puisqu'en fait elle est très Katharina est chalienne, donc en fait elle vient donner de l'argent souvent, je rappelle Katharina c'est l'un des PNJ les plus importants, les plus difficiles à accéder dans l'histoire, donc ça peut être plutôt sympathique, sachant qu'elles sont tous les deux du bon côté de la force, qu'elles ont essentiellement pas de faiblesse, enfin pas de sombres petits secrets, mais évidemment qu'elles n'ont aucune influence sur le graphe. Et enfin, élément plus intéressant, Bruni Klaglish, donc c'est la méchante, l'âme damnée au service de Weissmeyer. On vous donne un peu plus on s'étend plus sur ses fausses identités, sur son historique. Elle a un historique que je trouve plutôt pas mal, et c'est vrai que moi j'ai hésité, en fait je l'ai pas tuée, j'ai fait en sorte qu'elle s'échappe de scénario. Bon, les joueurs n'ont pas donné suite non plus, parce que j'avais envie de la faire réutiliser plus tard dans le dernier chapitre, puisqu'elle est écrite un peu comme une fille un peu fofolle, qui est capable de devenir mercenaire pour le compte de qui s'est payé. Donc après je l'ai refait retourner du côté du boss, donc de Zuntermann dans le dernier chapitre. J'aime un personnage que j'aime beaucoup, très intéressant. Ensuite, on a un petit chapitre sur éventuellement faire jouer des caméos sur des personnages précédents. Alors pourquoi pas, encore une fois, ça dépend de vous. C'est-à-dire que là, on vous donne des éléments pour les faire réapparaître. La question, c'est est-ce que si ces PNJ ont eu un impact sur vos PJ à vous, ça vaut le coup. Si vos PJ s'en foutent comme de l'an 40, ça n'a pas trop d'intérêt. Je penche toutefois sur Philippe Descartes, que mes joueurs ont beaucoup apprécié, qui est devenu un personnage récurrent de la campagne, et que j'ai fait jouer comme indiqué ici, à savoir... il y a un tournoi d'impératrice écarlate, et c'est le seul moment où la vieille ne va pas être avec la chaperonne ne va pas être avec la princesse Katharina, et donc en fait Philippe Descartes vient vous voir pour dire donne-moi de l'argent parce qu'il faut impérativement que je puisse me refaire contre la vieille. Et donc c'est un moyen pour vous qu'il y ait des gens qui soient en train de baquer Philippe Descartes, donc espérer que Philippe Descartes gagne au jeu de cartes, tandis qu'il y a une autre équipe B qui va dans le palais pour essayer de rencontrer Katharina. Ça, je trouve ça super cool. Donc sinon, on a les personnages du tout début de la campagne, oui, bon, pourquoi pas. Ça, par contre, je suis pas du tout d'accord. On vous propose de mettre la couronne rouge dans le coin. Bof, en vrai, c'est une très très mauvaise idée, parce que comme je disais, dans le 5e bouquin, dans le compagnon du 5e bouquin, donc de l'Empire en ruine, il y a une excellente histoire avec la couronne rouge, et je trouve que rajouter un culte supplémentaire, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, ça c'est mon idée à moi. Docteur Malthus, je l'ai réutilisé, très très chouette. En plus, c'était un personnage, encore une fois, comme je disais, c'est un PNJ que mes joueurs avaient beaucoup aimé dans le premier scénar, donc je l'ai remis. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Fassbinder, moi je l'ai transformé dans l'histoire, en fait, c'est lui qui se fait kidnapper à la place de Jaina dans le Raccord nu, donc je l'ai réutilisé. Et Schiller, il était mort. Je passerai les détails peu avenant. Les gens, enfin les amoureux fuyants, donc si vous voulez. On a un chapitre sur le changelin, donc le changelin, je vais pas m'éterniser dessus, j'ai fait toute une vidéo dessus. Je vous laisse regarder. En gros, c'est si vous voulez pas utiliser le doppelganger, vous pouvez utiliser ce puissant avatar de Tsench. Chapitre 8, le rituel, dont je suis pas un gros fan. Alors c'est pas un mauvais scénario, il est même très décent, mais en gros, ça vous met face à un Gressir, donc un prophète gris qui utilise la nécromancie et qui ressuscite des mecs
avec de la malpierre, tout en demandant à ces cultistes humains, qui sont le Croc Jaune, de kidnapper des gens. Donc en fait, l'histoire, elle est assez simple. Il y a un homme qui se fait kidnapper, alors que vous marchez dans la rue la nuit, il y a un mec qui arrive, au secours, mon père se fait kidnapper, et il y a des humains qui se font kidnapper un mec pour l'envoyer dans les égouts. Donc vous pouvez le suivre potentiellement pour aller voir ce qui se passe, sauver le type, ou au moins tuer les cultistes, et ça vous amène dans un truc où il y a des pièges, où il y a des Skaven, et il y a ce prophète gris Skaven. Et ce que j'aime surtout pas en fait dans le scénario, c'est que ça rajoute du Skaven, alors que vous êtes déjà un petit peu en fin fond en train de vous dire ok, ma conspiration, qu'est-ce qu'elle a, patati patachmol, c'est la main pourpre, on introduit le Croc Jaune. Et ça me pose problème parce que il y a tout un effet de style dans le 4e chapitre pour monter lentement mais sûrement le Croc Jaune en gamme. Au début, vous n'êtes pas censé savoir qui est le Croc Jaune, alors que là, tout de suite, tu dis, bon, bah voilà, vous tombez sur des mecs, ils vénèrent des Skaven, ils se battent avec des Skaven, c'est bizarre quand même. Donc je sais pas, c'est un peu un gâchis, je trouve, par rapport au chapitre 4, vous perdez un peu de saveur qui va arriver. Après, c'est pas un mauvais scénario, hein, mais c'est très clairement je vais pas dire une donjonnerie, mais il y a un peu de ça. Moi, j'ai pas été transcendé, hein, personnellement. Et puis bon, ils ont quand même des... ça veut dire envoyer un maître Skaven, enfin un prophète gris contre vos joueurs. Enfin, on a les crânes de mort, Flying Death Skull, qui est un vieux scénar qui s'appelait les Raisins de la colère, je crois, en V1. Très rigolo. Donc c'est encore toujours le maître des tombes. Cette fois, vous n'êtes pas encore arrivé à Middenheim. Votre calèche casse et vous arrivez dans un village viticole. Alors me demandez pas comment marche le climat, je pense qu'ils ont aussi leur propre dérèglement climatique. Mais vous arrivez et il y a les vendanges. Les vendanges qui sont... alors ça marche pas trop parce que je crois qu'en plus quand vous arrivez, c'est en mars ou... l'intrigue est censée se passer en... enfin, je sais plus. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, il va y avoir des vendanges, mais tout le monde a peur. Tout le monde a peur, donc les journaliers osent pas venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des crânes volants, il y a des monstres, des trucs un peu bizarres qui se passent. Et l'histoire, elle est assez simple, c'est que dans ce petit village de Pritstock, connu pour ses fameux crus, il y a une fille dont était amoureux le maître des tombes, quand il n'était pas encore maître des tombes, qui l'a gentiment mais poliment envoyé chier. Elle s'est mariée avec le maire, et lui, comme tout bon incel qui se respecte, décide d'aller se venger en envoyant ses petits crânes de mort un peu partout. Et en plus, il a avec lui un mort-vivant, il a des squelettes, il a potentiellement un garde du corps mort-vivant, et pour couronner le tout, il a donné à l'idiot du village un morceau de malpierre, ce qui fait que le mec du village, le pauvre, est en train d'être corrompu, et il se passe des trucs pas glop autour de lui. C'est un scénario qui est très très rigolo, ça commence par de l'enquête, pour savoir quels sont ces fameux crânes volants, puis essayer de comprendre un peu les soubresauts de l'histoire, et enfin ça se finit par essayer d'attraper un crâne volant, et trouver la tanière du maître des tombes. Sachant que s'il meurt, c'est pas grave, c'est un nécromancien, donc il reviendra. C'est un super scénario, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, sachant qu'on a mon joueur, il y a mon joueur magicien qui a déchargé tous ses points de corruption, donc il était avec l'idiot du village, il lui a piqué la malpierre sans s'en apercevoir. Et le répurgateur, il a pété un peu. Enfin, c'était n'importe. En fait, il n'en est pas aperçu parce qu'il a créé un point de corruption. Donc, je fais oui, tu fais une action que tu te souviens pas. Enfin, c'était très très marrant. Ça a fini, ils ont attaché du village à un arbre, ils l'ont buté. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était du grand Warhammer, comme on l'aime. Donc, vous voyez, je suis beaucoup plus emballé par ce scénario-là que le rituel que j'ai pas trouvé génialissime. Et on a un illustrateur qui est pas mal, hein, qui est vraiment très très bien, qui était présent aussi dans le 4e compagnon. Et voilà, donc l'île du village, des crânes volants, le zombie champion, qui est garde du corps du maître des tombes, et le maître des tombes qui potentiellement sera décapité, mais c'est pas grave parce qu'il reviendra. Et plein de squelettes. On finit par 2 pré-tirés potentiels supplémentaires. Irina Eberhauer, qui est la sœur de Jana, donc la sous-chef des magiciens, qui pourra avoir un petit rôle dans le 5e volume, et Golgoth aussi, l'ogre, si vous voulez, pour jouer un ogre. Et on finit par des jolies petites cartes. Donc voilà, c'est plutôt une bonne cuvée par rapport au 1er, 2e et 4e compagnon. Moi j'étais très enchanté par celui-là. Encore une fois, je vous dis, si je devais garder qu'un seul compagnon, ça serait celui-là. Si je devais garder 2 compagnons, ce serait celui-là plus celui de l'Empire en ruine. Et voilà, après, vous pouvez l'acheter dans toutes les bonnes crèmeries, hein, il est en français maintenant depuis des lustres. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le faites maîtriser, ça vaut le coup. Ça rajoute quand même une couche de difficulté parce que ça vous rajoute quand même 6 PNJ supplémentaires.
Alors, les ajouter peut-être pas, hein. Ils ont pas tous les mêmes intérêts, comme je disais, mais ça peut en valoir la peine, ne serait-ce que pour la garde d'une partie du graphe, et pour nos amis religieux, il y a tout un pan sur le culte d'Ulrich. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Allez, salut!